Merci Madame la Présidente. Alors il s'agit ici d'un amendement de modification puisque nous partons de l'analyse du constat, y compris fait par d'autres, que aujourd'hui l'arsenal judiciaire et policier qui existe est suffisant. Nous avons eu au cours des dernières années régulièrement des lois votées pour lutter contre les actes terroristes et nous disposons en matière législative d'énormément d'outils. Par contre, ce qui manque énormément de notre point de vue, c'est le recul nécessaire des bilans, des évaluations faites de l'ensemble des dispositifs, y compris pour permettre une réorganisation, nous y reviendrons plus tard, nécessaire, des ajustements. Et c'est à cet âge qu'il nous semblait prioritaire de s'atteler. Dans l'état actuel, nous proposons néanmoins un certain nombre d'amendements pour, on va dire, clarifier les mesures actuelles. Sur cet article premier proposé par le gouvernement, voilà, il nous semble, et je pense que M. Larrivé l'a en partie démontré, que parler de sortir de l'état d'urgence en fait le maintenant dans le droit commun et une mesure d'affichage, puisque les mesures proposées peuvent déjà être prises en l'état actuel. Par contre, pour éviter de complexifier le droit actuel, il nous semble que l'amendement que nous présentons pourrait permettre de clarifier à droit constant un certain nombre de dispositions. En effet, le droit positif est d'ores et déjà suffisant pour assurer la protection des événements, de tout type d'événements. La seule différence en droit positif actuel clarifié par cet amendement et l'article du projet de loi est la possibilité ou non de mettre en œuvre des contrôles systématiques de filtrage de l'accès à certains lieux par les forces de l'ordre. Et il nous semble que sur ce point, y compris le projet du gouvernement, court un vrai risque d'inconstitutionnalité, puisqu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel numéro 93-323 du 5 août 93, que l'autorité concernée doit justifier dans tous les cas, établir des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public. Ce caractère de systématicité ajouté par le gouvernement peut ainsi constituer un risque d'arbitraire qui serait probablement jugé inconstitutionnel. Et d'autre part, la sanction pour ceux qui refusent de se soumettre au contrôle d'interdiction d'accès à ces zones pose une question de droit à la vie privée et familiale pour les résistants de la zone. Donc voilà, notre proposition d'amendement vise à clarifier et à éviter que les propositions de l'article et les intentions ne puissent pas être mises en œuvre par ce risque d'inconstitutionnalité. Et il apparaît que cette mesure, afin d'être efficace, nécessite d'être repensée et c'est le sens de nos amendements. Oui, voilà. Non, on est en train de faire le nécessaire. Voilà, c'est pas très discret, mais on va essayer de faire avec, mais pas toute la journée, je vous rassure. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements? Alors sur le premier amendement, avis défavorable. On a déjà eu ces discussions, mais l'objectif du texte est de permettre la sortie de l'état d'urgence et non pas de faire un copier-coller du dispositif existant. Le projet de loi s'inspire des dispositifs de l'état d'urgence, mais en l'entourant d'un certain nombre de garanties, donc avis défavorable. Et quant à l'amendement donc présenté par Madame Obono, notre collègue Obono, l'article 1er donc, organise un nouveau régime cohérent, limité à la matière terroriste, même si vous avez raison, il reprend un certain nombre de possibilités éparses des différents codes et de la jurisprudence. Mais contrairement à ce que vous soutenez, à droit existant, on ne peut pas mettre en place un dispositif de contrôle systématique et de filtrage comme il est proposé dans le cadre de l'article 1er. Et donc avis défavorable. Je vous remercie. Le problème de bruit est censé se régler dans quelques instants. En tout cas, je l'espère. Autrement, nous serons obligés de suspendre. Ce que je ne souhaite pas compte tenu de la longueur des débats qui nous attendent. Donc, Monsieur Erwan Balanant, s'il vous plaît. J'ai pris l'habitude de parler dans le chahut. Là, ça va être un peu compliqué, mais bon, on va essayer de... Voilà. Non, juste répondre à... On est à un moment, là, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble et on voit déjà un petit peu comment vont se
s'organiser les débats et quelles sont pas peut-être les postures que chacun va prendre. On peut parfois les comprendre, mais enfin, je m'interroge quand même sur la position de M. Ciotti qui dit que ce texte ne protège pas. Je comprends bien sa volonté, mais c'est une volonté qui est assez dangereuse et je pense que ce texte est un texte compliqué, c'est un texte difficile, c'est un texte qui nous engage et c'est un texte qui, je pense, appelle notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'être justement peut-être dans une posture d'équilibre. Une posture, mais aussi trouver un juste texte qui permet efficacité sur la lutte contre les terroristes et contre le terrorisme. Ça semble évident à tous. Je crois que là-dessus, nous partageons tous cette idée-là. Et les auditions nous ont quand même donné un certain nombre d'indications. Et personnellement, je ne crois pas me tromper. Je les ai à peu près toutes faites, ces auditions. Je n'ai pas entendu une seule fois ni un représentant des forces de l'ordre, ni un représentant de la justice dire qu'il serait satisfaisant de rester dans l'état d'urgence. Donc, Monsieur Ciotti, je crois qu'il faut que vous preniez ça en compte. Il nous faut sortir de l'état d'urgence et tous les experts du terrorisme le disent. L'état d'urgence permanent que vous souhaitez n'est pas efficace et ne serait pas un moyen de lutte efficace. Donc notre responsabilité vis-à-vis de nos citoyens, c'est d'en sortir et de trouver un texte équilibré. Et ça me permet de répondre maintenant à nos collègues de la France Insoumise. L'équilibre, c'est essayer aussi d'être à l'écoute d'un certain nombre de personnes que nous avons eues dans ces auditions qui nous demandent des moyens d'action. Et les forces de l'ordre demandent un certain nombre de moyens d'action et toutes les forces de l'ordre nous ont aussi dit qu'elles étaient soucieuses des équilibres de nos institutions. Et aucun des représentants des forces de l'ordre nous a demandé de déroger au droit commun et déroger à ce qui fait la force de notre pays, la force de nos institutions, nos valeurs qui sont l'équilibre des pouvoirs. Donc, je pense qu'à ce niveau du débat, il faut que nous soyons tous dans cette attitude responsable d'une position d'équilibre, une position de recherche d'efficacité. Donc ces deux amendements, évidemment, nous les rejetons parce que nous pensons qu'ils ne vont pas dans un sens d'efficacité et d'équilibre. Je vous remercie, Monsieur Sacha Houlier. Bonjour à tous. L'examen de ces deux amendements dans une discussion commune, il peut permettre de mettre en perspective quel est le texte et justement l'équilibre, puisque c'est le maître mot qui vient d'être prononcé par mon collègue du MoDem. Équilibre parce que effectivement, on a compris, et ça a été annoncé en introduction par nos collègues des Républicains, leur volonté de maintenir l'état d'urgence, ce qui n'est pas notre volonté, parce que notre volonté, elle a été annoncée dès l'examen de la dernière prorogation de l'état d'urgence et d'en sortir au 1er novembre 2017, ou alors pour eux, d'en traduire tous les effets ou toutes les mesures dans le droit commun. Ce n'est pas non plus notre volonté, puisque, je l'ai dit, c'est d'en sortir. Et puis, d'un autre côté, il y a une volonté de revenir à l'état du droit commun sans davantage de protection qui est exprimée par nos collègues de la France Insoumise. Et c'est là au prétexte de garantir des libertés fondamentales, au détriment peut-être de la liberté la plus fondamentale, qui est celle de la sécurité pour nos concitoyens. Alors, j'aimerais juste répondre deux aspects techniques sur ces deux amendements qui justifient leur rejet. D'abord, sur ce qui avait été décrit par M. Larrivé tout à l'heure comme une nécessité, notamment dans le cadre des grands événements qu'a été amené à organiser la France, l'Euro 2016, les critères qui sont prévus par les périmètres de protection, l'ampleur et la fréquentation, justifiaient justement, grâce à l'adoption d'un tel dispositif, de périmètres de protection, qu'on puisse reproduire les fan zones qui avaient permis que l'événement se déroule correctement. Et puis, justement, l'absence de périmètre de protection, si aujourd'hui on devait sortir de l'état d'urgence sans prévoir un dispositif ad hoc, qui est celui de l'article 1 aujourd'hui proposé, eh bien, ne permettrait plus de protéger les concitoyens comme on l'a fait. On aura un débat tout à l'heure qui sera encore plus intéressant, puisqu'il s'agira de renforcer ce périmètre de protection en prévoyant des abords plus larges que les abords immédiats. Mais en tout cas, on est exactement sur l'équilibre, et c'est vraiment ce qu'on recherche dans ce texte.
Madame Catherine Kamowski. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, c'est surtout sur le CL 169 que je souhaite m'exprimer. En fait, nous sommes amenés ici à intégrer l'ensemble des mesures qui ont fait preuve d'efficacité de façon à créer un texte, je dirais, global et donner une base légale nouvelle à l'ensemble de ces moyens. Et alors, moi, je m'interroge sur le CL 169 parce que l'article 211-3 du Code de la sécurité intérieure porte sur le transport d'objets pouvant être une arme et l'article 332-16-2 du Code du sport sur l'interdiction pour les hooligans de se déplacer. Donc on a là des mesures très spécifiques liées à des événements eux aussi très spécifiques. Et nous, ce que nous souhaitons, au contraire, c'est de transformer l'ensemble de ces dispositions spécifiques en moyens généraux au service de la sécurité de tous. Monsieur Didier Paris. Merci. Discuter en discussion commune de ces deux amendements n'est pas nécessairement aisé parce qu'on est un petit peu aux antipodes pour l'un et pour l'autre du problème, mais en même temps, ça nous permet de signifier la nature des débats qu'on aura probablement tout au long de la journée. En deux mots, moi, ce que je relève, c'est que l'amendement de repli des Républicains, c'est finalement un amendement, et je pense qu'il préfigure l'avenir des discussions que nous aurons, qui vise à sortir de l'état d'urgence pour y rentrer. L'amendement des Insoumis, c'est à l'inverse de considérer que le droit actuel est suffisant pour y rester. Nous sommes aux deux antipodes. Au réel, nous avons là une mesure telle qu'elle a été prévue par le gouvernement et qui nous est soumise, qui est une mesure claire, qui est parfaitement circonstanciée dans le temps, dans l'espace, adaptée, proportionnée et qui correspond parfaitement à la nature des risques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est donc pour cette raison que le groupe républicain, le groupe La République En Marche souhaite les repousser. Pardon pour ce lapsus qui n'a rien de révélateur. Monsieur Guillaume Larrivé. Non, je voudrais dire que je trouve que le débat est plutôt de qualité, mais du point de vue du respect des libertés, pourquoi fondamentalement nous sommes pour la prorogation de l'état d'urgence? Ça peut paraître paradoxal, mais au fond, il y a deux familles de solutions. Soit on dit, dans le droit commun, on prend des mesures très restrictives des libertés, soit on dit, on maintient un régime dérogatoire au droit commun, ça s'appelle l'état d'urgence, c'est par nature temporaire, un temporaire qui peut durer un certain temps, jusqu'à ce que nous en décidions ici souverainement, mais précisément, on entre dans un régime dérogatoire au droit commun en application de la théorie des circonstances exceptionnelles. Donc, ce que je voudrais dire à nos collègues, à ce stade de débat en commission, d'une manière tout à fait posée, c'est que si nous souhaitons la prolongation de l'état d'urgence, c'est bien sûr pour renforcer le niveau de sécurité, mais c'est aussi en étant pleinement conscient qu'on est amené à prendre des mesures dérogatoires au droit commun qui sont des mesures nécessairement temporaires. Et ce n'est pas l'approche de ceux qui voudraient au contraire pérenniser des mesures dérogatoires ad vitam aeternam. Donc du point de vue des libertés aussi, plaider pour le maintien de l'état d'urgence me paraît nécessaire. Monsieur Ciotti. Oui, merci Madame la Présidente. Quelques mots, puisque Monsieur Erwan Balanant tout à l'heure m'a interpellé et a adressé une analyse qui me paraît contraire à ce que nous recherchons. Il a indiqué que j'avais souligné que ce texte ne protégeait pas. Loin de moi cette idée. Naturellement, ce n'est pas la volonté du ministre d'État, du gouvernement. Je crois que nous sommes tous animés ici par la volonté de protéger nos concitoyens face au terrorisme et particulièrement face au terrorisme islamiste. Ce que nous disons et ce que nous répétons, et je ne crois pas que ce soit une position irresponsable, chacun a ses positions, ce que nous disons, c'est que ce texte, cette sortie de l'état d'urgence que nous contestons, va moins protéger les Français. Nous allons aboutir, et c'est un fait objectif, à des outils qui seront moins protecteurs. Alors, l'état d'urgence n'a pas vocation à durer éternellement, bien entendu, mais compte tenu du moment que nous traversons, compte tenu de la pérennité à un degré maximal de la menace, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur le ministre d'État
qui a tous les éléments en sa possession d'analyse, ce sont toutes les personnes que nous avons auditionnées, nous considérons aujourd'hui que ce n'est pas opportun de sortir dans cette période où la France demeure sans doute une des premières cibles au monde. C'est ce que nous disons aujourd'hui, c'est une question de moment, et que face à ce moment qui installe une menace extrêmement grave, nous devons avoir les outils de protection les plus forts. Nous ne recherchons pas, vous nous dites, nous recherchons l'équilibre. Nous, ce que nous recherchons, c'est de prévenir au maximum le terrorisme. L'équilibre n'est pas une fin en soi. La protection des Français, oui, c'est ce qui nous anime, et je crois de façon responsable. Monsieur Bernalicis. Oui, je vais m'associer à une remarque qui a été faite tout à l'heure, en disant que c'était un peu étrange de faire une discussion commune sur deux amendements qui finalement ne racontent pas la même chose, sauf à croire que c'est un procédé politique pour essayer d'être dans un juste milieu entre les Républicains et la France Insoumise, ou alors parce qu'il serait un peu désagréable pour nos collègues de la République En Marche d'avoir comme seule opposition la France Insoumise, qu'ils souhaiteraient sortir de cette séquence politique un peu pénible. Voilà, donc j'aimerais qu'à l'avenir, on puisse avoir des discussions disjointes quand nos amendements sont vraiment disjoints, et je pense que nos amendements n'ont rien à voir, mais tous, intégralement. À moins que les Républicains aient fait des amendements de suppression également. Mais ça, on y reviendra. J'ai cru comprendre que Monsieur le ministre aussi avait fait un amendement de suppression assez similaire à la France Insoumise, comme quoi on n'a pas le monopole de la suppression. En fait, il s'agit d'amendements de rédaction globale, donc il apparaissait intéressant de les étudier en même temps. Maintenant, j'entends votre remarque et nous en tiendrons compte pour la suite de nos discussions. Madame Obono. Merci. Attendez, j'ai pas fini. Excusez-moi. Pas fini. J'ai fait un petit silence, mais je vous prie de m'excuser pour ce silence dans mon intervention. Il y a vraiment dans notre volonté de rappeler que le droit actuel permet de faire déjà énormément de choses et d'avoir un niveau de protection important. Là où, effectivement, il y a peut-être discussion, c'est sur les moyens concrets dans le monde réel à mettre en œuvre. Parce que voter des textes, c'est bien, mais la mise en œuvre concrète dans le monde réel, c'est mieux. Et on voit la plupart du temps que les services opérationnels ne sont pas confrontés à un problème de texte de loi pour mettre en place des périmètres de sécurité, mais bien à un problème concret de moyens humains, d'effectifs, de comment on se place, où on se met, où est-ce qu'on met le barrage, le filtrage, etc. Donc, encore une fois, à moins de faire croire qu'on va régler le problème avec un périmètre de sécurité, je pense qu'on va à côté de l'objectif. Et même, nous avons entendu dans les auditions le Conseil national des droits de l'homme s'opposer à cette mesure. Ce n'est pas que la France Insoumise qui s'oppose à cette mesure, qui s'oppose à l'intégralité du texte. Il y a un certain nombre d'organisations syndicales de magistrats. D'ailleurs, en fait, toutes les syndicats de magistrats, en préambule de leur intervention, remettaient en cause le texte en général, avant de s'atteler à analyser les amendements. Donc il n'y a pas que la France Insoumise qui soit sur ce point de vue-là. Et s'il faut entendre ce qui a été dit dans les auditions, alors entendons toutes les positions, y compris la nôtre, que nous relayons ici. Et certains ont même fait remarquer que, en instaurant, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et non pas contre les actes de terrorisme, donc c'est pour ça que le périmètre peut être extrêmement large, certains ont même dit, finalement, vous mettez en place des moyens qu'on pourrait reprocher à l'État de ne pas avoir mis en œuvre s'il y avait la commission d'un acte terroriste sans périmètre de sécurité. Imaginez une situation d'une petite fête où un terroriste vient attaquer et le périmètre de sécurité n'a pas été mis en œuvre. Alors que la loi dit oui, c'est pour lutter contre les actes de terrorisme. On pourrait mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Donc un peu d'humilité dans notre manière de traiter le problème terroriste. Nos lois ne vont pas régler 100% de la problématique. Et Monsieur le ministre l'a rappelé à bien des égards, personne ne peut dire dans cette salle que quelque texte que ce soit arrêtera 100% des actes terroristes. À partir de là, et à partir de nos principes fondamentaux de séparation des pouvoirs, c'est avec cet œil-là et ce regard-là qu'il faut analyser les différents articles du texte. Parce que c'est ça qui est en jeu, c'est la question de dans quel régime nous voulons être. Merci. Madame Obono. Merci. Oui, je pense que l'idée d'avoir un texte d'équilibre est introduit en fait la notion que je réfutais, qu'il y aurait d'un côté les maximalistes et les minimalistes. Je pense que, en tout cas moi la lecture que j'ai, c'est
un enjeu de cohérence, de mise en cohérence. Moi, je comprends parfaitement la position de nos collègues les Républicains qui veulent maintenir l'état d'urgence parce qu'ils considèrent que c'est avec ce dispositif-là qu'on pourra protéger au mieux nos concitoyens et nos concitoyennes. Et tant qu'à faire, autant le maintenir et y compris l'augmenter dans le sens où il va. Ça, c'est une attitude cohérente. La nôtre, qui est voilà, de dire les moyens existent aujourd'hui, il faut mieux les organiser, mieux les répartir, les renforcer, plutôt que d'ajouter un texte au stack. Là, il y a une cohérence. Le problème des arguments qui nous sont présentés, notamment par nos collègues d'En Marche, mais aussi du Bonnem, c'est qu'à vouloir faire un équilibre, on finit en fait par embrouiller encore plus ce qui existe et en fait avoir un certain nombre de contradictions qu'ont relevées déjà nos collègues. C'est-à-dire, en fait, on dit sortir de l'état d'urgence, on le fait formellement, puisqu'on ne prorogera pas la disposition de 55, mais on l'introduit par la fenêtre, voilà, de manière un peu aléatoire et du coup un peu incohérente. Et je pense que ce sont ces logiques-là qu'il faudrait comprendre et respecter plutôt que d'essayer de présenter ça comme d'un côté les mesurés et les rationnels et de l'autre les irrationnels. Les irrationnels. Pour revenir sur nos propositions et l'interpellation de notre collègue sur l'amendement précis que nous proposons, il ne s'agit pas simplement de s'en tenir au code de sécurité intérieure tel qu'il texte a été présenté, c'est de rajouter en complément, et nous rappelons qu'en complément des dispositions qui sont déjà prévues au niveau administratif et au niveau du préfet, qui ne s'appliquent pas simplement en cas d'événements sportifs ou de manière ciblée. Donc le préfet a déjà un certain nombre de disponibilités. Il existe des précisions sur les événements sportifs. Et puis il y a également le fait de pouvoir communiquer au procureur de la République territorialement compétent les éléments qui établissent l'existence. Donc on a déjà un cadrage qui permet d'intervenir. Et à moins de vouloir, à moins de dire qu'il faut en fait systématiser et du coup rejoindre l'argument de nos collègues des Républicains, de dire tout événement sportif ou autre nécessite la mise en place d'un périmètre de sécurité parce que le danger est partout, est constant voilà, pour le prévenir, voilà, autant systématiser ces mesures qui sont dérogatoires et voilà, là c'est logique. Mais si on dit qu'il faut avoir une attention plus ciblée, qu'il faut circonscrire, il nous semble que les moyens dont on dispose aujourd'hui, qui sont déjà importants, permettent de le faire, et c'est ce que nous voulons rappeler, et en pointant y compris les risques d'inconstitutionnalité et de remise en cause de libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, pour ce qui concerne les filtrages et les fouilles. Et ça, ce sont des éléments dont tout le monde devrait être conscient, parce que tout le monde a aussi en tête de protéger les libertés fondamentales, et c'est tout simplement ce que nous prêtons dans cet amendement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, j'ai été assez intéressé par l'argument, je dois dire, de Madame Obono, qui nous dit au moins les Républicains ont une cohérence. Je suis d'accord avec elle. Ils ont une cohérence qui est parfaitement expliquée par l'amendement. Ils ne veulent pas cantonner le texte à la lutte contre le terrorisme, mais contre une lutte contre tout désordre public. Et lorsqu'ils expliquent dans leur exposé des motifs, c'est assez clair, ils disent dans l'amendement, au vu de ces conditions, c'est-à-dire le nouveau texte que l'on fait, certaines des zones de protection instituées dans le cadre de l'état d'urgence, comme celle décrétée à Paris à l'occasion des manifestations lors de la discussion du projet de loi de travail au printemps 2016, ne pourraient recevoir de fondement juridique dans le cadre de ce nouveau dispositif. Si vous voulez retrouver cette cohérence et qu'effectivement, lors des manifestations, on puisse introduire effectivement la répression des manifestations, déposer un amendement. Je l'examinerai avec intérêt. Nous voulons cantonner la loi que nous présentons au seul problème de terrorisme. Si vous voulez qu'effectivement
dans le souci de cohérence dont vous parlez, nous puissions réintroduire un amendement, déposez-le en disant que vous aussi, vous êtes, parce que vous portez le souci de cohérence des Républicains, vous le déposez et nous y réfléchirons. Non, j'ai lu surtout ce que j'ai entendu ce que Mme Obono disait, que les propos des Républicains étaient effectivement cohérents. Moi, je m'étonne, cher monsieur Ciotti, qu'un gaulliste social comme vous puisse souscrire à un tel amendement. Ce n'est pas un amendement de repli, c'est un amendement d'aveu. Alors, s'il vous plaît, Monsieur Rémy Rebrotte. Oui, j'ai du mal également à trouver la cohérence dans ce qu'a dit M. Ciotti. Il nous dit, vous l'avez dit, M. Ciotti, que l'état d'urgence, et par définition même, ça fait déjà presque 2 ans que nous sommes en situation d'état d'urgence, ne peut être un état permanent. C'est la définition même de l'état d'urgence. Donc vous nous dites qu'il faut le prolonger encore, mais il faudra bien en sortir. Moi, je serais tenté de vous dire, est-ce que les solutions que nous proposons pour en sortir vous conviennent? Il faudra bien qu'il y ait tôt ou tard, et c'est aujourd'hui, je pense que c'est courageux aujourd'hui de mener justement ce débat, il faudra bien tôt ou tard sortir de cette situation, et nous avons le courage, non pas de maintenir, mais de lancer la réflexion pour sortir de cet état qui est, par définition même, un état extrêmement raccourci, enfin qui trouve un terme assez rapidement, pour pouvoir se poser la question de la sortie de l'état d'urgence. Donc j'ai du mal à suivre votre cohérence quand vous nous dites pas de débat maintenant. Le débat, il devra de toute façon avoir lieu, et autant que nous l'ayons aujourd'hui à travers ce texte qui va nous permettre de trouver une cohérence. Et puis j'ai une question pour la France insoumise. Est-ce qu'au fond, ils considèrent que l'état d'urgence n'a servi à rien? Est-ce qu'ils considèrent qu'il faut revenir simplement au droit commun? Et comment ils envisagent, dans ces conditions, dans ce qui fait quand même la caractéristique de cette époque, la montée en puissance du terrorisme, comment ils envisagent de pouvoir protéger tout simplement nos concitoyens? Et c'est là aussi un problème de cohérence de mon point de vue. Le sujet aujourd'hui, il est d'arriver justement par un texte équilibré, Madame Obono. Oui, l'équilibre vous dérange, ça on a cru comprendre depuis un moment, mais nous on trouve que c'est pas mal finalement de trouver un équilibre lorsqu'il s'agit de sortir d'un problème de cette importance. Il s'agit simplement de faire en sorte de donner les outils nécessaires dans le droit commun pour que nous puissions faire face à cette situation très particulière. Et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, on est bien uniquement sur les questions de terrorisme, de sortir de cette situation particulière que vit aujourd'hui notre pays. Marie Guévenoux. Oui, moi aussi, je souhaite revenir là sur notre soi-disant manque de cohérence. Moi, ce que je comprends des débats, c'est qu'il y a une expression qui considère que la menace ne serait pas finalement suffisamment importante pour que le droit commun ait besoin de s'adapter. Et une deuxième vision qui, au contraire, considère que pour se garder d'une menace très forte, il doit y avoir une politique de prévention extrêmement large qui irait au-delà de la question du terrorisme, comme l'a expliqué le ministre. Donc je suis navrée, mais je considère que le groupe En Marche a au contraire une très grande cohérence. Je rappelle que ce que nous disons, c'est il faut avoir le courage de sortir de l'état d'urgence parce que les mesures dérogatoires qui pourraient être utilisées ne sont pas souhaitables. 2, cet état d'urgence provoque une image de la France dégradée à l'étranger qui a notamment des conséquences économiques. Et il ne serait question, par contre, en abrogeant cet état d'urgence, que un haut niveau de sécurité pour les Français ne soit pas assuré. Voilà la ligne que l'on défend et elle me semble tout à fait cohérente et compréhensible des Français qui nous écoutent. Merci.
Monsieur Arnaud Viala pour les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi, je m'interroge sur 2 points. Le premier, c'est que dans les débats que nous avons à l'heure actuelle, on est en train d'éluder la question, à mon avis, centrale de la détection du risque et de la chaîne de responsabilité qui doit être mise en action pour que, face à un risque que l'on détecte bien ou mal, on mette en œuvre les mesures voulues. Et le deuxième, c'est que si on suit votre raisonnement de renoncer à l'état d'urgence, qui avait quand même pour vertu de mettre en tension tous les acteurs de la décision quant à l'ordre public et donc en degré de vigilance maximale, eh bien, il faut que la maille soit suffisamment fine. Et moi, j'ai beau lire et relire l'article sur lequel nous sommes en train de discuter, et je trouve que la maille n'est pas suffisamment fine. D'abord, sur le type d'événement ciblé, on peut espérer qu'on reste sur des événements de dimension nationale qui seraient les seules cibles d'attaques terroristes. Ça reste à prouver. Et deuxièmement, le niveau départemental. Moi, je suis élu d'un département rural où, a priori, il n'y a pas eu ou il n'y a pas encore d'événements qui rentreraient dans l'application de cet article. Et pour autant, je ne considère pas que la menace soit 0 ou moins de 0. Et donc, les élus locaux, les maires, doivent être mobilisés en permanence, pas uniquement le niveau préfectoral auquel, à la sagacité duquel peut échapper un certain nombre de menaces. Et donc, on peut imaginer que des arrêtés tels qu'ils sont prévus dans l'article 1er ne seraient pas pris s'il n'y a pas une mise en alerte des niveaux locaux. Je me suis déjà exprimé ici d'ailleurs sur le fait que, y compris dans l'état d'urgence, il y avait eu dans les semaines qui viennent de s'écouler une forme de relâchement parce que les préfets de département, à une certaine période, dans les précédents renouvellements de l'état d'urgence, avaient pour mission de consulter régulièrement un certain nombre d'élus, d'acteurs, etc., pour faire un partage d'informations sur le degré de risque, sur les éléments qui pouvaient remonter, chose qui s'est progressivement étiolée et que je déplore d'ailleurs, dans le département de l'Aveyron et ailleurs, je l'ai dit d'ailleurs au préfet. Et je pense que l'article 1er va finalement sanctuariser une forme de décharge de tous les acteurs locaux sur le représentant départemental de l'État ou le préfet de police au cas de Paris, qui va faire diminuer le niveau de vigilance et sans vouloir porter atteinte du tout aux libertés individuelles. Il me semble qu'il faut revenir à une mise en alerte de tous les acteurs locaux de façon à ce que rien ne passe, ou le moins d'éléments possible passe à travers la maille du filet. Donc à mes yeux, je regrette de ne pas avoir pu amender certains alinéas de cet article, mais à mes yeux, l'article 1er ne prévoit pas les choses assez finement. Monsieur Olivier Dussopt pour Nouvelle Gauche. Merci Madame la Présidente. Quelques mots simplement pour dire, comme nous l'avons indiqué hier, l'équilibre global de l'article 1 nous convient sur la mise en place des périmètres de protection et c'est dans ce cadre-là que nous le voterons. Nous avons simplement un amendement que présentera ma collègue Marietta Caramanli pour essayer de préciser les circonstances dans lesquelles, les circonstances du risque, la nature exacte du risque qui amène les préfets à prendre ces décisions. Mais globalement, cet équilibre nous convient et nous convient d'autant plus que cela permet de prévenir les actes de terrorisme et uniquement les actes de terrorisme, puisque pour le reste, en matière de maintien de l'ordre, le choix du gouvernement est de renvoyer aux procédures classiques, procédures judiciaires de maintien de l'ordre, hors des dispositions prévues par cet article. Donc nous n'interviendrons pas nécessairement sur les autres amendements, simplement nous présenterons celui visant à avoir quelques précisions et nous soutenons l'équilibre global et donc nous refusons les remises en cause de cet équilibre. Et pour terminer, Madame Élise Fagelès. Oui, merci Madame la Présidente. Pour revenir sur cette question d'équilibre, oui, moi je n'ai aucun problème au fait d'accepter que nous vivons dans un monde complexe, que cette situation, cette question du terrorisme est particulièrement complexe. Tous les experts nous l'ont dit, la menace, elle est évolutive. On est passé d'une menace exogène à une menace endogène, mais même cette menace endogène, elle évolue. C'est-à-dire que ce qu'on appelait un terrorisme low cost, en fait, est en train de se professionnaliser. Donc oui, Monsieur Bernalicis, vous nous citez certaines auditions, donc je peux le faire aussi. Le directeur général de la sécurité intérieure nous a dit que depuis 2015, nous avons clairement changé de logique parce que cette menace, elle est durable et qu'elle évolue et qu'il faut donc avoir des solutions adaptées en permanence et qu'on ne peut pas revenir à la situation du droit commun et que tout l'arsenal du droit commun que vous nous citerez ne sera jamais suffisamment adapté à cette mesure qui, depuis 2015, c'est extrêmement récent,
évolue à toute vitesse et en permanence. Donc nous avons besoin, en effet, d'avoir cet arsenal extrêmement adapté à nouveau par rapport à l'expérience que nous avons eue depuis 2 ans. Pour répondre à M. Ciotti, qui nous dit « mais pourquoi ne pas rester dans l'état d'urgence, puisque vous, c'est encore pire ce que vous voulez faire, puisque vous voulez mettre des mesures d'exception ad vitam aeternam dans le droit commun ». Je vous rappelle qu'il y a quand même une clause de revoyure dans l'article pour les mesures importantes de l'article 3 et de l'article 4. Donc il y a à la fois en effet cette position complexe, et moi je trouve que trouver un point d'équilibre c'est extrêmement important, mais à la fois cette grande responsabilité de rester adapté à la situation, à la fois sur le terrain et à la fois de l'évolution géopolitique de cette question du terrorisme. Très bien, donc nous allons mettre aux voix l'amendement CL 101. Donc qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Et l'amendement CL 169, qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté.